Donc, je vais commencer par répondre à une question. Comment on s'intéresse à un sujet donné? Moi, j'ai eu le privilège et la chance d'être membre du conseil scientifique consultatif de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, à La Haye, et j'ai passé 6 ans au sein de ce conseil. Et une des tâches du conseil, c'est de confier un travail à une personne membre du conseil scientifique. Et on m'a confié la tâche de l'impact des nanotechnologies sur les armes chimiques, sur la convention des armes chimiques. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux armes chimiques et à leur application. Et en plus de ça, j'ai été animé par une curiosité purement scientifique. Les gens des sciences des matériaux savent que les matériaux composites avancés ont fait leur début en 1990. On a commencé à parler des composites avancés. Ensuite, j'ai pris en charge le dossier nanotechnologie. Donc vous savez qu'en tant que scientifique, on s'intéresse toujours à l'avancée des sciences. Et la curiosité intellectuelle, plus la curiosité scientifique, ont fait que je me suis intéressé à ce sujet particulier, l'application des nanotechnologies. Donc je dis que je vais avancer le titre. Le titre de la conférence, c'est « Liposome as drug nanocarriers ». Donc les liposomes en tant que vecteur des médicaments. Et vous savez qu'en anglais, donc les Américains disent « drug store ». C'est là où on vend les médicaments. Donc, et drug nanocarriers, c'est les vecteurs de médicaments. Donc je me suis intéressé à ce problème en particulier. Donc, c'est quoi un liposome? J'ai été fasciné par cette image. Cette image-là. Donc, c'est quoi? C'est très joli comme musique. Et vous avez donc, si vous regardez bien, vous avez quelque chose de sphérique qui contient 2 couches et à l'intérieur, il y a un objet étranger, en quelque sorte. C'est là la fameuse substance qu'on considère comme drogue, comme application. Donc, vous avez un cercle qui va enfermer le médicament et qui va le transporter ailleurs. Donc cette image-là, donc combinée à une autre image qui m'a fasciné, c'est, si vous regardez bien, vous avez l'écriture IBM. Et si vous regardez bien, vous avez le I, le B et le M. Et si vous regardez, voilà. Vous avez le logo IBM qui a été réalisé avec 35 atomes de xénon déposés sur du nickel. Et vous avez les dimensions, 35 nanomètres. Et cette image a été obtenue, donc, si vous voulez bien, par des chercheurs de
des chercheurs d'IBM de l'Institut à Zurich. Et ces chercheurs ont réussi à écrire ce logo avec ces dimensions, et surtout, ils ont eu le prix Nobel de physique en 1986. Donc ça veut dire que la nanométrie donc, a commencé réellement en 1986. Maintenant, si on suit l'évolution de la science, le concept, on remarque qu'il y a une nouvelle approche à la science de la matière. Donc la matière, il y a deux approches. Il y a ce qu'on appelle bottom-up approche et top-down approche. Donc le bottom-up, vous construisez la matière brique par brique, pièce par pièce. Et vous construisez votre matière, votre pierre. Donc ça, c'est du bas vers le haut. Et l'autre approche, c'est top-down. Vous prenez d'en haut et vous descendez vers le bas. Donc vous prenez votre matière, vous piochez, vous la morcelez jusqu'à arriver à l'élément le plus petit possible, donc l'atome ou la molécule considérée. Ça, c'est une nouvelle. Et cette nouvelle approche a révolutionné la science de la matière. Ça veut dire que, puisqu'on peut morceler et construire un mur, ça veut dire qu'on peut obtenir des matières, des molécules aussi bizarres, aussi bizarroïdes que celles-ci. Et là, vous avez différents atomes, donc qui représentent différents éléments, et vous construisez votre matière, votre atome. Et ça a vraiment révolutionné l'approche scientifique à la science de la matière. Donc je reviens à cette fameuse figure, donc, qui est très jolie. Et si on regarde de plus près, donc vous avez deux couches concentrées, donc l'une à l'extérieur, l'autre à l'intérieur. Et on verra plus tard c'est quoi. Si on regarde l'évolution de cette molécule ou cette substance, on constate qu'il y a eu plusieurs phases. Il y a eu ce qu'on a appelé la première génération. Donc c'est celle classique, voilà. Si on va un peu plus loin, donc on regarde que la deuxième étape, autour de la molécule initiale, il y a des sortes de cils. Et la différence entre la première approche et la deuxième approche, c'est la présence de cette cils. Ça sert à quoi, d'après vous? Ça sert à protéger la molécule, la structure. Donc, on va entourer cette molécule, la première génération, on va l'entourer de fameux filaments. Et si on pousse plus loin, la deuxième. Notre étape. Quelle est la différence entre la deuxième et la troisième étape? C'est la présence de groupements fonctionnels. On peut fonctionnaliser le pourtour de la structure en quelque sorte. Et ça, si on regarde maintenant qu'est-ce qu'on appelle liposome, donc c'est en anglais on dit vesicle. En français, c'est ventricule. Dans le son de ventricule, donc vous avez une couche cylindre, et à l'intérieur, donc vous avez l'arcunum, c'est ce qu'on appelle un phospholipide monocouche. Donc vous avez une partie hydrophile, et à côté de ça, vous avez une partie hydrophobe. Si on regarde de plus près, on constate qu'il y a une forme sphérique du liposome. Ensuite, les dimensions de cette entité, c'est moins de 100 nanomètres. Moins 100 nanomètres. Ensuite,
Et vous avez une phase amorphe, aqueuse, et une phase organique. Et ça va servir à quoi? Vous allez en quelque sorte emprisonner dans cette cavité la molécule médicamentale. Donc le médicament, vous allez l'emprisonner à l'intérieur et vous allez le transporter. Donc c'est ça. Vous avez une partie aqueuse, une partie amphiphilique et on peut transporter, on encapsule en quelque sorte la molécule et on va la transporter d'un endroit à un autre. Donc, pour cela, pour transporter vous avez plusieurs architectures possibles. Vous avez de la plus simple, donc une architecture simple linéaire. Ensuite, vous avez une architecture réticulée, ensuite branchée, ensuite, etc. Et on arrive, c'est surtout la dernière partie, donc la structure dendritique, c'est essentiel parce qu'elle permet vraiment d'emprisonner le médicament. On va l'emprisonner et on va le transporter ailleurs. Donc voilà par exemple, donc vous avez des éléments du médicament, de molécules, et qui sont emprisonnés dans cette structure. Et vous avez les différentes structures possibles. Vous avez surtout la structure la plus avantageuse du point de vue application des médicaments, c'est la structure dendritique. Et vous avez donc, ça va de l'hyperbranché, donc en simple linéaire, etc. Et vous avez les différentes possibilités d'organisation de cet élément qu'on a appelé la structure dendritique. Et là, vous avez différentes possibilités. Donc, le petit A, le petit B, etc. Et vous avez différentes structures, différentes architectures qui permettent, j'aime pas le terme emprisonner, mais c'est le terme qui convient, emprisonner la molécule, la structure. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, dans la troisième phase, vous avez l'effet, par exemple, du pH. Sous l'effet du pH, vous faites varier le pH de votre milieu, vous brisez la structure. Donc, et ça permet donc il y a du pH, il y a la structure, donc ce qu'on appelle et là, vous avez ce qu'on appelle le dendrimère ou le dendron, et vous avez différentes. Vous avez une place pour transporter le médicament, la molécule. Là, vous avez ce qui est organisé, une structure très facilement obtenue, etc. C'est lorsqu'on travaille sur des polymères. Vous avez le poly 4-hydroxystyrène ou le polycaprolactone, donc c'est en quelque sorte un ester. Et vous avez, donc, vous obtenez une structure que vous pouvez transporter. Donc vous l'emprisonnez et vous la transportez et là où ça va se passer. Et vous avez différentes possibilités d'association. Donc vous changez donc, l'élément structurel et vous avez donc à l'intérieur, vous avez une structure qui va vous permettre d'emprisonner le médicament. Et si on regarde l'évolution du nanotransporteur, ça passe de la simple molécule linéaire, polyme linéaire, donc en première phase,
Et ça évolue. Donc, vous rajoutez des branches, vous commencez à réticuler, etc. Ensuite, vous formez une sorte d'association où les éléments sont tous orientés dans un sens. Vous avez les éléments donc, qui sont vers la phase aqueuse ou la phase, et le reste, c'est à l'intérieur. Ça va se focaliser à l'intérieur. Et si on regarde comment évolue la structure du nanotransporteur, vous avez du simple jusqu'à l'intérieur, si vous regardez, maintenant, l'élément transporteur, il est emprisonné à l'intérieur de votre sphère, de votre molécule. Et donc, on parle de progression du polyester. Ça, c'est très important. Pardon. Si on regarde, lorsqu'on place cet élément, cette molécule, dans un milieu où il y a un environnement, et on regarde l'effet du pH. Vous passez et le pH évolue de 7,4 à 4,5. Et vous avez ou non la libération de la molécule médicamenteuse. Elle se libère selon le pH dans lequel vous avez placé votre élément. Donc, et des fois, sous l'effet de l'impulsion, c'est que la molécule dendritique, donc, elle est encapsulée, donc vous regardez. Et les dimensions sont toujours de l'ordre de la dizaine de nanomètres, de 50 à 20, plutôt de 5 à 20 nanomètres. Et sous l'effet du pH, votre nanotransporteur, en quelque chose, se fracture. Et l'élément médicament, donc, qui est en rouge, il est libéré. Donc, et il va attaquer donc, la cellule malade. Donc vous avez cet effet, et c'est sous l'effet de simplement rayonnement ultraviolet, vous avez cette phase. Donc vous avez l'empreinte qui est emprisonnée, vous l'irradiez et ça va se libérer. Donc, et là, vous avez différentes, je propose différentes structures, différents éléments chimiques, et vous avez votre élément qui est emprisonné, et ensuite, sous l'effet du pH, etc., ça va se libérer, ça va se fracturer, et vous avez les différentes phases. La même chose, c'est l'effet du pH, simplement. Vous avez sous l'effet de la chaleur, donc vous chauffez et vos éléments donc, en vert et en rouge donc, vont se regrouper. Donc vous obtenez cette structure. Et l'inverse, donc, au lieu du chauffage, vous travaillez en milieu acide, H2O2, H+. Et vous avez donc, la libération de différents éléments, notamment donc, les petites molécules donc, sous forme, etc. Donc, j'arrive plus à focaliser. Voilà. La même chose, donc, vous avez une structure dendritique et vous allez l'emprisonner, pour ensuite la transporter et la libérer. Et vous avez une application, c'est pour les cellules, les globules rouges. Donc, ils s'amassent et sous l'effet, donc, juste donc, du dendron que vous choisissez, vous avez la libération des globules rouges.
la même chose, j'ai trouvé ce schéma dans une revue qui s'appelle Biomacromolécules, et vous partez de l'élément. Donc vous avez la morphologie HBC, les gens connaissent, donc, et vous avez l'hémoglobine, et vous passez de cette structure, disons, à la structure où vous avez un ensemble de globules séparés. Donc là, je vais passer à autre chose, une autre partie. Donc j'ai trouvé ce document, ou ce diaporama, très utile. Et il va servir la deuxième partie de ma présentation. Donc c'est Pierre Couvreur, donc il est de l'Université Paris-Sud. Et j'ai eu la chance de le rencontrer dans un séminaire. Et il m'a permis d'utiliser ce diaporama, cette présentation. Bon, je ne vais pas en prendre parce que c'est assez long, quand même il y a 23 diapositives, ça prendra. Mais je vais juste, disons, montrer. On revient à la fameuse échelle qui va de la molécule jusqu'au grain de sable. Et vous avez les différentes, disons, possibilités de... Donc, ce qu'on doit tenir compte le premier, c'est que ces molécules, ces liposomes, sont des systèmes organisés. Donc, et vous voyez, donc c'est quoi un liposome? C'est avant tout un phospholipide. Donc vous avez une tête hydrophobe, une queue hydrophile, et vous avez cette structure qui va se répéter et vous obtenez votre molécule. Donc vous avez toute la nature. Donc je vais passer à... les gens intéressés par ce diaporama, je peux le laisser à Madame Lili, donc vous pouvez la voir sur votre... donc vous avez tout. Donc je reviens à la fameuse structure, et c'est surtout donc insister sur le fait qu'elle est sphérique, qu'elle fait moins de 100 nanomètres de diamètre, et ça a la forme d'un ventricule, vésicule plutôt. Et ça a connotation avec vésicule biliaire. Si vous connaissez la photo d'une vésicule biliaire, c'est exactement cette structure, cette forme. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que ça a une ou deux couches. Donc, donc ce liposome-là, comment on le forme, etc. Donc il y a toutes les possibilités. Donc c'est comment? Parce que c'est comme lorsque vous mélangez de l'huile avec une solution et vous agitez et les particules d'huile se détachent de la partie aqueuse. Et vous avez cette formation qui se fait. Donc, ça peut se former sous l'énergie. Donc, au lieu d'avoir quelque chose d'uni, en quelque sorte une seule phase, vous la scindez en trois phases différentes. Donc, vous avez multicouches et monocouches. Donc, il y a comment on les obtient, etc. C'est les différentes couches qu'on peut obtenir. C'est surtout, si on revient, vous pouvez partir d'une structure polymérique, donc monomérique, jusqu'à obtenir un polymère.
Donc là, des tensions actives. Et vous voyez comment, donc, en partir de, vous avez le cas d'externe, et vous partez de deux, en quelque sorte de deux, et ils vont se réorganiser pour obtenir, donc vous avez toutes les têtes qui se rassemblent et toutes les queues qui restent en phase différente. Et vous avez les différentes, notamment ça, avec cette structure, et vous obtenez donc un polymère où dans la sphère, vous avez votre noyau sphérique et les phosphores, donc les P, sont à l'extérieur de la structure. Donc il y a les différentes... Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaisse les travaux de M. Bouchemer? Ça ressemble surtout, il n'y a pas de Constantine. Donc il a beaucoup travaillé sur cet aspect. Donc en 2004, bon, ça ressemble. Et il a pu obtenir donc de nouvelles associations de liposomes. Vous avez les différentes associations. Vous avez comment on les prépare, etc. Donc ça c'est technique, technologique, etc. La nanoprécipitation commence comme... Vous avez différentes structures de phase. Ça c'est intéressant. Vous avez dixitoxane, pour l'éthylène-glycol, la biotine, et vous avez cette structure moléculaire, et à la fin, vous obtenez donc un élément sphérique avec des sortes de branches tout autour. Voilà. Le cyclodextrine. Vous voyez comment se réorganisent donc, les différentes molécules. Donc, sur les molécules de dextrine. Donc, vous avez, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des éléments chargés positivement et des éléments chargés négativement. Et vous avez une réorientation et un mouvement des chaînes pour que les plus soient en face des charges positives et les moins soient en face des charges moins. Et vous avez une réorganisation, donc il va vous obtenir des micelles, etc. Vous voyez, vous obtenez polymère cationique et ensuite vous avez différents agents segments hydrophiles, segments hydrophiles, et vous avez une réorganisation à l'intérieur du liposome. Vous avez une réorganisation qui se fait automatiquement et vous avez donc le mouvement, ce qu'on appelle self-organization, etc. Donc le fait que les plus viennent en face des moins, et vous avez, donc, et là, vous avez, je vais terminer avec ça, donc vous avez votre liposome, en quelque sorte, votre lanceur. À l'intérieur, vous avez les groupements agents actifs, donc, et à l'extérieur, vous avez les molécules cibles. Donc, ce que j'ai appelé active agent ou targeting group. Donc, vous avez un truc qui est par assemblé et vous avez. Donc, maintenant, je reviens. Pierre Couvreur a résumé donc, sur cette diapo donc, comment fonctionnent ce qu'on a appelé les nano-devices. Et il les a qualifiés de SMART,
intelligents. C'est des particules intelligentes. Et elles sont intelligentes pourquoi? Donc, because they are able. Donc, elles sont capables de camoufler et protéger le médicament de l'environnement biologique. Lorsque vous le placez. Donc, il faut que ça camoufle. Ensuite, il faut que ça délivre le médicament d'une manière contrôlée. Donc, to release the drug in a drug matter in response to external stimuli. D'échapper à la reconnaissance immunologique. Parce que c'est ce qui est merveilleux dans le corps humain, c'est que lorsque vous avez un élément extérieur donc, qui vient attaquer l'élément, la molécule, le globule rouge qui va... Donc, c'est que la nature va répondre. Par exemple, par la reconnaissance de ce qu'on a appelé, les biologistes, les chimistes appellent le système rétino-endothélial. Et ça va permettre de répondre à l'effet désiré. Qu'est-ce qu'on cherche lorsqu'on introduit un médicament? Quelle est la réponse qu'on va donner? Donc, il a juste terminé sa présentation en disant qu'il y a toujours un nouveau besoin de développer des nanotransporteurs de médicaments nouveaux. Donc, there is still a need in the future for the discovery of novel new nanocarriers with higher drug, avec un terme. Lorsque la molécule donc, éclate pour faire échapper donc, le médicament, il y a un effet d'éclatement. Il faut qu'il soit de se faire de manière contrôlée. Vous ne pouvez pas juste faire éclater le médicament et pour qu'il se disperse n'importe où, n'importe comment. Donc c'est d'une manière contrôlée. Donc c'est ça. Donc je préfère terminer avec ces deux diapos. C'est surtout, donc il y a des collègues physiciens, surtout. C'est que la première, donc la première remarque, donc, I seek not the answer, but I seek to understand the question. Donc à l'époque, Galilée, à l'époque, donc quand il était en face de cette question, il a dit que je ne cherche pas à répondre à la question. Je cherche à comprendre la question. Donc, c'est comme on dit, donc, comprendre une question, c'est apporter 50% de la réponse. Donc, il faut d'abord comprendre la question. Et ce que là, pour les physiciens, donc, the Earth receives from the Sun in 1 hour the amount of energy consumed by the world in 1 year. Et ça, vous pouvez le vérifier. Vous prenez des livres de physique. Donc, en 1 heure, la Terre reçoit l'énergie consommée par le monde entier, par l'univers, en 1 année. D'où l'intérêt de s'intéresser donc, aux atomes de silice, la conversion d'énergie. Donc la conversion d'énergie est très très importante. Maintenant, il y a des instituts qui ne font que ça. D'ailleurs, les collègues du département d'électrochimie se penchent sur cette question. On va d'abord s'intéresser à l'énergie. Parce que maintenant, avec le développement de l'hydrogène, etc., il y a de nouvelles sources d'énergie qu'il faut exploiter. Donc, et je termine par cette diapo. Ça représente quoi d'après vous? Moi, je l'appelle le petit bonhomme atomique. Je veux dire comme ça, lorsque j'ai découvert cette photo, j'ai cherché. Et j'ai découvert que ceci, c'est tout simplement
le dessin d'un bonhomme avec des atomes de fer. Et à l'époque où j'ai montré le logo d'IBM, c'était ça. On prend, grâce à la force atomique, donc, on peut déplacer des atomes, on va les extraire de leur substrat et on va les déplacer là où on veut et écrire avec ça ce qu'on veut écrire. Ça, c'était vraiment, pour la nanotechnologie, c'était le point culminant. Donc, si on peut prendre un élément et l'extraire de sa matrice et le déplacer là où on veut et écrire, former des lettres et écrire un mot. Pourquoi pas? Ça, c'est... Et ça, c'est un postdoc chinois. Donc, vous savez que les Chinois, ils donc, il y avait un postdoc chinois à MIT. Il a brûlé la machine. Donc, et il a passé son week-end à dessiner ce bonhomme. Il a dessiné, et c'est un atome de fer qu'il a placé. Donc, il a pu faire ce dessin. Donc, et lorsqu'il a présenté ce dessin, son directeur de laboratoire et professeur, etc., quelle a été la réaction du directeur de laboratoire, d'après vous? Il a été chassé du laboratoire. Sous prétexte qu'il a dépensé inutilement de l'argent de l'Institut de MIT. Donc il a été chassé du laboratoire. Mais il y a eu une réaction des gens du laboratoire et les gens non, vous ne pouvez pas lâcher, il a fait un travail, c'est merveilleux, etc. Et il a fallu l'intervention du président de MIT pour qu'il soit réintégré. On met l'absoir de l'institution. Donc, et j'ai tenu à montrer cette... Donc, comment allier la science à l'imagination, en quelque sorte, etc. Et là où je vais, je garde cette photo. Ça, tellement ajibetni, donc je la garde, je la montre. C'est vraiment... Et comme quoi, donc, même scientifiquement, on peut aller... Oh, je peux vous montrer des photos, ce qu'on appelle art, ou prises avec le microscope à force atomique, où les photos, c'est véritablement une galerie d'art. Alors que c'est des photos... enfin, comment dirais-je? Physique. Donc. Et c'est plein de couleurs, c'est vraiment fantastique. Il y a eu même à Londres, dans la galerie de Londres, il y a eu une exposition de photos de transmission atomique qui a permis, tellement c'est beau, etc. Donc je voulais pas, je répète ce que j'ai dit, surtout donc dans ma présentation et surtout la présentation de Pierre Couvreur, je la laisse à Madame la Présidente. Vous pouvez la dupliquer. Je m'excuse si c'est un peu mélangé entre deux présentations. Je m'excuse et je vous remercie de votre patience.